Ceci est la deuxième partie du podcast sur TNA qu'on s'est rendu compte que lors de l'enregistrement, c'était un petit peu trop long. Alors que si vous savez que le premier podcast c'était la première moitié, alors on vous présente ici là la deuxième moitié. Sur ce, bienvenue au podcast Entre les quatre coins du ring sur TNA et je vous dis bonne émission. Avant, ça pouvait passer, tu peux juste en avoir un qui était quand même majeur, mais sur un qui était quand même effacé par la qualité de lutte qu'offrait la TNA. Parce que oui, la TNA offrait quand même une très très belle qualité de lutte et faut quand même le dire, a quand même innové dans des styles de combat. En même temps, ils ont réussi à nous prendre pour des épais. Comme le Asylum match qui était ridicule. Ah. De l'Asylum, là on parle du Asylum match de Dean Ambrose là. Non. Là on parle. Non, ça c'est Insane Asylum. Moi je parle du TNA Asylum Cage Match à TNA où c'est que c'était un dôme, tu devais escalader le dôme vers le. Ok, c'est ça, l'affaire de la X-Division que tu devais te sauver par le trou dans le dôme en haut. Là. Ouais. Ah, ok, c'est beau. J'étais comme pas sûr de lequel tu parlais. Là. Ça, là, c'est un match où c'est que la mort est au rendez-vous, no matter what. C'est pas travaillable. Je me rappelle encore d'Homicide qui disait il devait gagner le combat, mais il avait de la misère à grimper parce que c'était trop haut. Oh, ouais. Déjà, à la base, c'est comme la cage était une cage normale. Fait qu'on parle de 12 pieds, à peu près. Donc, déjà, il faut que tu grimpes de manière verticale. Mais là, après ça, il faut que tu t'accroches au plafond. Ouais. Puis que tu as un autre comme quasiment 8 à 10 pieds à faire, mais en t'agrippant autant avec tes mains qu'avec tes pieds. Puis là, après ça, il faut que tu réussisses à sortir par le trou. C'était fucking pas évident, puis ça paraissait que c'était malaisant. Je me rappelle que Kaz a gagné ce match-là. Ouais, il a gagné un match comme ça, oui. C'est pas mal le seul que je me rappelle qui a gagné ce match-là. Je pense qu'il y a eu 2 fois ou 3 fois gros max, ce match-là. 2 à 3 fois. Le deuxième fois, c'était supposé d'être comment ça s'appelle? D'être Homicide. Mais sa victoire a justement été effacée, entre guillemets, avec Jeff Hardy qui vient... Qui avait fait son retour à la TNA. Qui avait fait son retour à TNA, c'est ça. Ah ben c'était pas justement comme le soir où est-ce que TNA avait été live pour la première fois. Là, un lundi, puis aussi que WWE avait la réunion entre Bret Hart puis Shawn Michaels. Et qu'est-ce qui est plus intéressant? Shawn Michaels puis Bret Hart qui se réunissent. Pas nécessairement Rob Van Dam qui bat AJ Styles pour la ceinture mondiale, malgré qu'on est quand même content pour Rob Van Dam. Mm-hmm. Yep. Mais sinon, dans cette direction-là, il y a un autre moment de la TNA que moi, j'aimerais ça qu'on jase. Parce que j'aimerais surtout savoir, toi, ce que tu en as pensé. Mm-hmm. Parce que moi, de mon côté, j'ai été très ambigu. J'ai adoré le concept au début. Mm-hmm. Et après ça, j'ai trouvé que ça devenait un peu du n'importe quoi. Et ici, je parle... Comme n'importe quoi dans TNA jusqu'à maintenant. et ça après plus de 14 ans de lutte. Et là, j'aimerais qu'on parle des Aces and Eights. Oh, God. Aces and Eights, pour mettre en contexte, moi je suis de philosophie straight edge, ok? Moi je ne fume pas, je bois pas, et je ne me drogue pas. Pour oublier Aces and Eights, on dit souvent que pour oublier quelque chose d'horrible ou de refouler de mémoire, des fois l'alcool peut s'avérer très efficace. Quand est-ce que je commence à voir pour oublier le fiasco, le rip-off de Son of Anarchy qui est Aces and Eights? Parce que Ace and Eights, c'est ça. C'est NWO mélangé avec Son of Anarchy. Il n'y a rien d'original.
TNA, tu sais, avant qu'on soit sur Ace and Eight, c'est ça qu'on dit depuis tantôt, mesdames et messieurs, c'est que TNA, dans ses affaires originales, c'était très fort. Mais TNA se permet également de faire des gros rip-offs de marde, et il ne nous l'imposait, puis on avait le choix entre fermer notre gueule et l'écouter, ou fermer la télévision, ou écouter la WWE. Puis tu sais, deux choix qui sont contre TNA versus un. Après 14 ans, puis des années ça fait 14 ans que ça dure. Et ça va encore durer pour les prochaines années. Tu là, on t'a demandé, est-ce que j'ai fait le bon choix de supporter TNA? Non? Mais comme je dis, le pire, c'est que quand ça a commencé, les Season 8, c'était pas mauvais, là. C'était intéressant. T'avais Luke Gallows, Ouais. qui a justement pu être mis de l'avant grâce à ça, en tant que Doc Gallows, je pense. Doug Gallows, oui. Il y avait hey, c'était qui les Season 8 originales? Il y en avait 3, puis j'ai un gros blanc. Te rappelles-tu, toi? Ace and Eight. Je sais qu'il y avait TNA, Aces and Eights. Comme je dis, au début, c'était vraiment intéressant, puis là, après ça, ça l'a devenu n'importe quoi. Comme n'importe quel TNA, c'est ça que je te dis. Donc, Non, parce que ça finit par être les Dudley Boys ont été là-dedans. ouais, ben c'est ça. C'est que c'est exactement là que c'est devenu un peu n'importe quoi. Dans le fond, au début, t'avais, si je me trompe pas, D'Lo Brown, Doc, qui était Doc Gallows, puis Knox, c'est ça, Mike Knox. C'est vrai. Et puis là, après ça, là, c'était quand même pas trop pire. Là, après ça, de mémoire, c'est Anderson qui a joint. Encore là, je suis pas sûr. T'as Garrett Bischoff qui avait comme fait un turncoat à son père, entre guillemets, parce que son père essayait de contrôler la chose, puis il voulait essayer de briser Season 8, puis Garrett Bischoff s'était retourné contre son père. Est-ce que c'était son vrai fils? Garrett Bischoff est effectivement le vrai fils de Eric Bischoff, ouais. Okay. On n'a jamais entendu parler de lui après. C'est pour ça que je suis comme. Peut-être que c'était juste une gimmick. En tout cas. Et puis là, tu sais, t'as comme ces quatre-là de mémoire qui sont là. Et puis qui disent en gros qu'il y a une autorité plus haute qu'eux. Puis qu'on va finir par savoir c'est qui à un moment donné. À un moment donné. Et puis là, tout le monde commence à pointer du doigt Bully Ray. C'est Bully Ray, c'est sûr que c'est Bully Ray. Et puis là, finalement, parce qu'à ce moment-là, les Season 8 c'était pas mal toutes masqués. Puis là, il avait commencé à les démasquer un à un. Puis là, justement, il avait fini par démasquer celui qui était supposé d'être, entre guillemets, le vice-président, /président, c'est pas clair, qui était Devon. Et là c'était encore pas pire intéressant, parce que là, t'as Devon qui s'était fait backstabber par Bully Ray pas longtemps avant, qui a comme utilisé les Season 8 pour comme justement écraser Bully Ray, parce que tout le monde disait que c'était Bully Ray. T'sais? Fait que c'était comme, je trouvais ça intéressant, c'était comme ok, genre il utilise bien cette gimmick là, c'est cool. Puis là après ça, t'as Bully Ray qui voulait se marier avec la fille à Hogan. Ouais, Brooke. Ouais. Puis là, durant le mariage, t'as Taz qui fait son turncoat. Et puis là, c'est comme c'est encore pas clair. C'est comme, ok, genre, tout est dirigé contre Bully Ray, puis on essaie de salir Bully Ray, puis tout le kit. Puis tout ça pour que finalement, pas longtemps après, on ait un Hell in a Cell entre Bully Ray et Jeff Hardy, de mémoire. Mm-hmm. Puis là, t'as Aces and Eights qui entoure la cage, puis là, on veut contrôler la situation, puis tout le kit. Puis finalement, on apprend que tout ce temps-là, ben, Chris, oui, c'était Bully Ray qui était le président des Aces and Eights. Là, c'est là que moi j'ai fait, non, fuck you. Genre, là, vous venez comme, vous aviez une belle storyline, une belle gimmick, c'était intéressant, c'était bien construit, puis là, finalement, vous venez de nous dire, tout ce temps-là, on vous a niaisé, c'était vraiment Bully Ray le méchant. Ok, fuck you. Genre, c'est là que j'ai fait, fuck you, Aces and Eights. Pour être honnête,
Hey, Season 8, c'était beaucoup de back and forth. C'était un vrai bordel de booking parce qu'ils savaient pas si vraiment ils voulaient mettre Bully Ray comme étant le président, s'ils voulaient mettre un autre, s'ils voulaient s'en servir pour builder un nouveau personnage, Kurt Angle, whatever. Mais c'est ça, comme je te dis, c'est Aces and Eights, c'est. Je répète, c'est un NWO mélangé avec Son of Anarchy. Au moins, le Bullet Club, on peut juste dire que c'est un wannabe NWO, mais modernisé avec Kenny Omega, The Young Bucks, whatever. Euh, Anciennement Finn Balor, Anderson Gallows, AJ Styles, Nakamura. Nakamura. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi avec la présentation. Les Aces and Eights, c'est une. Tu sais, quand tu prends le concept d'une émission de télévision, tu deviens quasiment automatiquement une parodie. Euh, Moi, on reste un peu sur le sujet des Season 8 2 secondes. Je veux Non, juste on savoir parle encore si. des Season 8, fais-toi pas. Juste. Toi, est-ce que t'es au courant pourquoi les Season 8, il y a eu une apparition à un moment donné d'une section québécoise? Oh mon dieu! Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Parce que moi, la Non. lutte Veux-tu québécoise, je la suis. vraiment que je t'explique ça? Veux-tu vraiment que je t'explique ça? Oui, s'il te plaît. Parce que Oh non. la lutte québécoise, je la suivais à moitié. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, je comprends rien. Qu'est-ce que c'est ça? Genre, pourquoi, genre, il y a un bel. C'est Mike Lyon puis Jason Decoto, ok? Name drop, je m'en fous. Qui arrive, puis ils parlent de. Ils font un Ace of the Eight chapitre Québec. Puis ils font des promos que, à même manière que Ace of the Eight de TNA, parce que le clan s'est formé après TNA, puis c'est pas juste Mike Lyon, c'est pas juste Jason Decoto, c'est plein de personnes qui, dans le fond, SNL Québec aurait pu faire de quoi de bon, comme les SNL que tu vois, mais plus simplement, parce qu'il y avait quand même certains, on parlait quand même d'eux, alors c'est beaucoup de parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais au moins parlez-en. Eux, c'est beaucoup de ça. Le, le chapitre québécois de Aces and Eight. Mais je te confirme que c'était basé sur le TNA. Je te confirme que c'est même des gens que je connais. Il était à peu près, je pense, 8 membres. Ironiquement, il y avait pas de mémoire, il n'y avait pas gros de booking au Québec. Mais il y avait du booking en Ontario, étrangement. Fait que, pareil, il y avait. Je vais te dire qu'il y avait un certain potentiel, mais bien des gens voient Ace Season comme étant un échec. Un échec total. Parce qu'ils se disent, ah, ben, c'est juste des gars qui, dans le fond, copient. Qui copient TNA. Puis, je dirais que malheureusement, leur présentation de leur promo était très amateur. Malheureusement, parce que. Est-ce que tu avais aussi les American Mercenaries avec eux? Je pense que tu avais également les American Mercenaries avec eux. Garde, ça non plus, ça n'a pas vraiment te fait longtemps, mais je sais que tu as Mike Lyons qui, des fois, va encore se promener dans la rue avec son gilet de Aces and Eight, chapitre Québec. Comme je dis, je peux voir un peu l'idée de vouloir battre le fer d'une faction qui a beaucoup d'attention pendant que c'est encore chaud. C'est qui était le cas de Aces and Eight. Je veux dire, encore une fois, c'était beaucoup de parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en. En bout de ligne, oui, ça a existé. Oui, je connais la plupart des gens qui en ont fait partie. Puis oui, je vois le potentiel, mais j'aurais pu voir le potentiel de côté booking qu'il aurait pu avoir avec ça. Mais il faut vraiment pas se cacher. Il voulait juste, dans le fond, frapper le fer, se joindre au bandwagon de TNA que TNA avait créé avec Aces and Eight.
Alors, je sais pas si tu veux que j'en dise plus sur Aces and Eight. Parce que là, le problème, même là, je t'apprends à dire que Aces and Eight, même de TNA, t'as fait peut-être un an et un quart. Oh, ça n'a pas fait si longtemps que ça. Tu sais, je veux dire, je pense que Bullet Club, je pense que le Bullet Club a fait plus longtemps, puis parce qu'il t'offre encore en passant. Et je pense que NWO, ben, il est quand même fait 3-4 ans. Écoute, écoute, t'as même un NWO Québec, ok? Oh, ça, je savais pas. Avec Dave le Justicier, Razor Revolution, Capital Viper, puis le Dave Junior et une coupe d'autres. T'as nommé un lutteur que je connais! Comment? J'ai dit t'en as nommé un que je connais! Yes! Lequel? Razor Revolution. Ah, ça va me faire plaisir de faire une parenthèse sur Razor Revolution, parce qu'il y a... C'est un rip-off de Razor Ramon, mais c'est pas grave. Le gars, il est quand même sympathique. Le gars, c'est justement... Lui, il m'a expliqué, lui, c'était un hommage à son héros. Mais tu connais, si tu as connu le gars, c'est parce qu'il faut que tu avoues aussi que le gars, regarde, l'un, il est quand même assez âgé, mais il est quand même en très bonne shape. Le gars s'est arrangé pour avoir l'air de Razor Ramon. Puis je te dirais que j'ai eu la chance de lutter contre ce monsieur-là 2 fois. Et ça a été un plaisir de lutter contre ce gars-là. Contre ce monsieur-là. Contre Razor Revolution. J'étais supposé de lutter contre lui aussi. T'aurais eu du fun. Je suis désolé que t'aies pas pu lutter contre. Mais il est encore actif. Il est encore bien actif. Le gars est un gars généreux dans sa lutte. Le gars, c'est. Je veux dire, si tu veux parler de faire un combat contre lui et t'arranger, il y a toujours possibilité. Écoute, ça c'est un gars, et je le pense encore, si jamais je veux vraiment finir ma carrière, c'est pas à la ICW. Si je vais arriver et dire, ok, je suis un dernier combat, mais sans que ce soit moi qui le promouvoie, mais je m'appelle quand même pas Jacques toujours. J'ai passé je l'ai débrouillardé pour marketer des shows. Mais je vais être assez humble pour arriver à dire je veux pas que les choses soient alentour de moi. Mais tu me poses la question, ok, ce soir vu que c'est ton. Ok. Prochainement c'est ton dernier soir, contre qui tu veux lutter? Moi ce serait contre Daniel Tremblay alias Razor Revolution. Cool. Ouais. C'est pour dire à quel point que j'ai une autre estime sur ce monsieur-là, Razor Revolution. Super ça. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Mon dernier combat contre Revolution, anytime. Fait que tu sais, là, on a fait un petit segue sur la lutte québécoise parce qu'effectivement au Québec, on aime également clamer que c'est nous qui sont originaux, mais tu sais, Aces and Eight, ça vient de TNA, NWO, ça vient de WCW avec Hulk Hogan puis Eric Bischoff. Fait que bon. Mais en même temps, je ça, American Revolution, encore une fois, parce qu'on a parti de ça grâce à NWO Québec. Non, sérieux, sérieux, le gars a également sa propre technique, sa propre façon de faire pour incarner le personnage de Razor Ramon. Et tu sais quoi, il y a des gens qui aiment Razor Revolution. Fait que si en plus de ça, tu fais une gimmick qui marche, tu fais une gimmick que les gens aiment, que les seuls qui vont blaster dans le fond, c'est d'autres lutteurs, parce qu'au Québec, on est très très bon pour se blaster entre nous. Qui sont les gens, honnêtement, pour empêcher Razor Revolution d'être? Surtout quand je dis t'as un fanbase qui s'étend sur Port-Neuf, Québec et possiblement Gatineau. Ben, avec raison en plus. Parce que le gars a quand même des très bons matchs. Puis écoute, si je veux pas me tromper dans son âge, je pense que Razor Revolution approche de la cinquantaine. Okay. Puis il est encore capable de faire des Hurricane Rana. Ou de les prendre à tout le moins. Il est en forme le bonhomme, là, je veux dire.
Il est en fucking forme. Chaque fois que je le vois, pis c'est toujours plaisir de le voir, on parle pendant des heures, puis c'est toujours le fun. Cool. C'est ça, c'est mon expérience avec Rather Revolution. Ah, j'espère le re-rencontrer un jour. On va me croiser les doigts. Rather Revolution? Oui. T'as ça rencontré? Ah, ben le revoir. Comic-Con Après toutes Québec. ces années-là. Comic-Con Québec. Ah, c'est loin un petit peu pour moi. Mais C'est ça. sinon, si on revient à nos moutons, Ouais. euh, on parlait des Parce que dans le fond, Assassinates. je juste comme conclure à propos de Red Revolution, pour je pense que les gens me comprennent, c'est le fait qu'au moins Daniel Tremblay a mis du sien pour la gimmick. Pour son personnage, pour sa lutte. Ce qui n'est pas le cas des Assassinates, ce qui n'est pas le cas de... c'est ça, on parle des Assassinates. Ce qui n'est pas le cas des Assassinates, et ce qui est souvent pas été le cas aussi pour les autres affaires que TNA a copié sans honte la WWE. Ce qui fait qu'ensuite de ça, les gens ont commencé à se désintéresser de la WWE. Les gens sont commencés à se désintéresser de TNA. Et avec tout ça, avec la perte de fanbase, avec la perte de revenus, est venu le fait que les chèques n'entraient plus. Mhm. Les payes étaient en retard de entre 1 à 3 mois. Les gens questionnent. Les gens sont pas contents. Parce qu'en plus de ça, ces gens-là, depuis les 5 dernières années, ou environ, c'est pas un petit peu plus, on leur dit t'es exclusif à TNA, tu peux plus faire de gala indépendant, ou du moins si tu fais un gala indépendant, tu ne peux pas apparaître à la télévision. Ou sur DVD. Wow. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu as à prédire, c'est on veut que tu crèves de faim. Fait que tu sais, c'est normal que TNA, il y a bien des gens qui ont lâché. Un autre excellent exemple de la mauvaise gérance avec leur panoplie de on va avoir des gimmicks exclusifs comme Black Machismo ou Guru Sanjay ou whatever. The Young Bucks. Les Young Bucks sont passés à TNA? Generation Me. Ah mon dieu, je me rappelle pas. Sérieusement. Generation Me, c'était malaisant comme gimmick. Ils n'avaient pas l'air d'être à leur place, puis on leur faisait pas sentir qu'ils étaient à leur place trop non plus. Malgré que là, tu les vois à PWG, tu les vois à Ring of Honor, tu les vois au Japon, puis ils sont écœurants. À la Ring of Honor, est-ce que c'était eux qui Les Super Kicks. avaient créé la Generation Next? Je pense que oui, c'est le pire. Justement, genre que c'était un rip-off de D-Generation X. C'était juste comme Generation Next. Il y a des fortes chances. Il y a des fortes chances. Mais à la ROH, encore là, ça avait été très bien géré comme gimmick Generation Next. Mm-hmm. Mais ROH gère toujours très bien leur truc d'habitude. En fait, la ROH, ce qui est faut- agréable faut- avec faut- eux, c'est ça. faut- C'est que faut- même si, quand tu les regardes, tu peux voir un peu beaucoup la ECW. Generation X, c'est fait en fait. Finalement, les Young Bucks n'avaient pas rapport là-dedans, mais j'étais sûr qu'ils l'étaient. C'est Alex Shelley, Austin Aries, Jack Evans, Matt Sydal, qui les gens connaissent sûrement en tant qu'Evan Bourne, et Roderick Strong. Ok. Fait que ça, c'est Generation Next. C'est les 5 gars. Fait que on s'excuse, les Young Bucks n'avaient pas rapport à Generation Next. Mais Generation Next a effectivement existé. Mais les Young Bucks, c'est triste parce que c'est une équipe que probablement la WWE n'aura jamais. Non, parce qu'ils sont pas en shape. Les Young Bucks? Les Young Bucks, ils pèsent pas 300 livres ou whatever. Je veux dire, écoute, je te les lis là. Matt Jackson, 172. Nick Jackson, 178. Puis ils sont pas ils sont pas lean, ils sont pas comme. Je te donne un exemple. Ils sont pas aussi découpés que Daniel Bryan ou aussi découpés que Finn Balor. Non, c'est sûr, mais les risques, c'est des talents énormes. C'est Ces des gars-là, grands talents. sont incroyablement talentueux, ces deux-là. Là. Ils sont super divertissants. Donc, c'est triste parce que justement, ça serait de très bons talents à amener à la WWE. Mais que je sache, les Young Bucks ont toujours dit qu'ils n'iraient jamais à la WWE. Je peux me tromper.
Mais il me semble que j'ai déjà lu ou entendu ça, que les Young Bucks ne voulaient rien savoir d'aller à la WWE. Hmm. Ça se peut, ça. Puis, en quelque part, de l'autre côté, écoute, en quelque part, peut-être grâce à TNA, les lutteurs ont encore là plus de possibilités de travailler des dates de façon indépendante. Je veux dire, encore une fois, je reviens avec l'argument. À ce qui paraît, 4500$ pour un gars comme Ryback, c'est bas, c'est un petit cachet, à ce qui paraît. J'ai de la misère un peu à croire ça, mais bon, tant pis. Tandis que les indépendants comme les AJ Styles, les Young Bucks, whatever, ils manquent pas de booking, puis ils font plus d'argent à court terme cependant, en faisant des indépendants. Et qu'est-ce que je dis par court terme, c'est que ils ont, admettons, un mois de planifié, ils peuvent effectivement se faire, admettons, chacun 2000-3000$. Mais le mois d'après, c'est pas garanti qu'ils vont faire 3000$. Ça se peut qu'ils peuvent juste se faire 1000$. Parce qu'ils sont indépendants. Mm. Tandis que la WWE, ben, t'as une garantie. C'est ça l'avantage. Ah, les fameux contrats garantis. Ben, tu veux pas te casser la gueule pour rien, mettons. C'est normal. Wait. Et, mais c'est ça. Moi, dans la direction que je m'en allais, en fait, pour terminer avec les Season 8, clôturer le sujet, Ouais, c'est que ça l'a. c'était un flop. C'était un autre flop parmi tant d'autres. Oui, oui. Mais au moins, le point positif qui en a ressorti, c'est que ça l'a permis à Bully Ray d'avoir de vraiment ressortir du lot en tant que single competitor. Oh Puis oui, ça l'a fait en absolument. sorte que Bully Ray est devenu En même a temps, démontré qu'il y avait un potentiel énorme. en même temps, je ne crois pas qu'il y avait besoin de Aces and Eight pour ça. Non, 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 Parce que ça allait effectivement. très très bien sans Aces and Eight, son single push. Ça allait très très bien. Et quand ils ont fait le premier split de Raw et SmackDown, il y a plus que 10-15 ans, également, Bobby Ray Dudley avait une feud contre Triple H. Bobby Ray Dudley, Triple H, on lui avait donné la ceinture heavyweight dans le temps, par Eric Bischoff en plus. Bubba Ray était le top face de la fédération, se comportait comme un top face, se promouvait comme un top face. Tu croyais que Bubba Ray était un top face, jusqu'à ce que Triple H vienne l'écraser. Fait que tu vois ce que je veux dire? Bubba Ray n'avait pas besoin de Aces and Eight. En fait, j'ai eu tendance à dire que Aces and Eight ont rabaissé Bubba Ray dans son push. Il l'a eu pareil, mais c'est parce que c'est juste comme c'est dans le fond cheap. Ça a permis à Luke Gallows d'être mis en valeur. Ça a permis à Garrett Bischoff d'encore se demander qu'est-ce qu'il fait dans le monde de la lutte. Non, ben il était là à cause de son père, point. Non, je penserais pas parce que je penserais pas parce que si Garrett, je sais qu'il y a eu un entraînement. Je sais que Eric Bischoff est arrivé il a dit est-ce qu'on peut entraîner mon gars, voir de quoi c'est de l'air. Si ça marche, ça marche, ça marche pas, ben ça marche pas. Mais je veux dire, il a jamais été nulle part ailleurs après ça, là. Je veux dire, il a juste fait la TNA. Puis que je sache, aujourd'hui, il est pas dans les indies, il est pas Il nulle est dans les part. indies. Ah ouais? Il est dans les indies, ouais. Ok. C'est juste qu'on n'entend pas du tout parler de lui, dans le fond. Mais, Pas des masses, non. Mais non, mais, il est encore dans les indies présentement. ok. Mais c'est ça. Mais sinon, à travers ça, à cette époque-là, il y a eu quelques autres très belles factions quand même qui ont été créées. Et en Euh, passant, Ace Elite ont reçu le prix de pire gimmick de 2013. Just saying. ok. Cette interruption valait la peine, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça valait la peine. Mais ouais, non, c'est ça. Il y a eu, à savoir justement, une équipe qui s'était formée pour lutter contre les Season 8, à savoir la Main Event Mafia.
Ben non, Moi, Main j'avais Event beaucoup aimé. Mafia, Main Event Mafia existait bien avant ça. Ben, en fait, c'est que la Main Event Mafia avait été créée bien avant ça, t'as raison. À l'époque où est-ce que justement le Kurt Angle Kurt était Angle, devenu champion du monde. ouais, Et Samoa Joe était en mode. Il était détruit tout le monde. tellement hot. Je l'aimais tellement quand il était dans son espèce de mode, justement, euh, vraiment là, tribal all the way, là, qui arrivait avec son couteau. Genre, il voulait littéralement. Il avait vraiment l'air d'un sauvage. Non, ça c'était quelque chose. Ça c'était vraiment quelque chose. Alors, Samoa Joe, il l'avait en sacrement sa gimmick. Là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, à ce moment-là, Joe's Gonna Kill You a jamais été aussi vrai. Là. Ouais, C'est comme, sérieusement, là, quand il était en Samoan Savage, là, je pense que c'est comme ça qu'il l'appelait. le Samuel Savage, c'était quelque chose. C'était wow. Et puis, sérieux, j'étais quasiment, ben pas quasiment, j'étais déçu quand il s'est avéré, en réalité, faire juste partie du plan à Kurt Angle. Et puis qu'il s'est joint justement à Main Event Mafia. C'était comme, c'était triste. Mais c'est ça, mais la Main Event Mafia de mémoire, est-ce que tu te rappelles? C'était Kurt Angle, Robert Kurt Roode. Angle, non, Robert Roode était jamais là-dedans. Non? C'était Kurt Angle, Sting, Kevin Nash, Booker T puis Scott Steiner, originalement. Ok. Qui se sont joués plus tard par Samoa Joe et pendant une semaine Christian Cage. Christian Cage qui ensuite a eu le remerciement de TNA le plus irrespectueux de tous les temps. Ouais. Parmi les femmes, t'avais Tracy Brooke, Charmel, Jenna Moroska et Taz qui pendant un mois était le conseiller privé de Samoa Joe. Ça a été cool. Mais ça aussi, ça avait pas de potentiel. Puis là, soudainement, Taz, on l'écarte de Samoa Joe just because. Non, ouais, c'est ça. C'est beaucoup de trucs comme ça. C'est genre, c'est quasiment le bipolaire la TNA pour ça. Quasiment. Quasiment. C'est gentil ce que tu viens de dire là. Ben, je me sens même chiant un petit peu pour les bipolaires, mais bon. Et ensuite, dans les autres factions qu'il y a eu, je sais pas si tu te rappelles, quand ils ont la TNA, en fait, justement, alors que Ric Flair était à la TNA. Fortune. Les Fortune, qui était un rip-off des Four Horsemen, mais que c'était quand même intéressant. Ben oui, parce que c'était encore là. C'était. D'un, t'avais Ric Flair qui les guidait. Fait que ça, t'avais un peu comme genre. Voici la nouvelle génération des Forcemen. Ça mettait en valeur James Storm, Kaz, AJ Styles puis Robert Roode. Tu vois ce que je veux dire? Ça mettait Beer Money, ton équipe, en valeur. Ça mettait AJ Styles, ton prospect à la ceinture heavyweight, en valeur. Ça mettait Kaz, ton prospect X-Division, au pire heavyweight, en valeur. Parce que AJ Styles et Kaz pouvaient facilement être les deux World Heavyweight ou X-Division Champion, s'ils voulaient, tandis que James Storm et Robert Roode aussi. Mm-hmm. Mais eux, c'était plus. Leur spécialité, c'était plus tag team. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est. C'est parce que tu pouvais avoir le. Tu pouvais avoir le. Comment t'appelles ça? Il y avait un backup qui faisait que c'était intéressant. Puis. Samoa Joe, ça vient de me revenir. Ben, c'était la Nation of Violence. Ça vient de me revenir. Non, mais ça. Ouais, la Nation of Violence, c'était la gimmick. Il a jamais fait en tant que tel de faction qui s'appelle la Nation of Violence. Non. Je parle de Samoa Joe. Ouais. Quand il était justement, j'ai dit Samoan Savage tantôt. Là. Ouais. C'est vraiment quand il était avec la Nation. Pas quand il était. Il disait qu'il était la Nation of Violence. Non, c'est ça. Juste avant qu'il rentre dans la main event match. Pour revenir à Fortune, que c'est quand même 4 lutteurs de grand talent, là, en premier lieu, là, les AJ Styles, James Storm, Kazarian puis Robert Roode. Mm-hmm. Oui, je suis totalement d'accord. C'est ça la différence entre les Aces and Eight, entre sur certains points Main Event Mafia, qui ça c'est juste. C'est des petits fruits de la WWE. C'est des petits fruits de la WWE qui se réunissent entre eux autres pour. Puis avoir comme excuse qu'on domine parce qu'on est dans de la WWE. Moins Sting qui lui. C'est intéressant parce que c'est pas d'être heel, mais il a jamais agi en heel. Mm-hmm.
Yep. Fait que, tu sais, Fortune pour moi, c'était une bonne faction parce que c'était bien fait. Puis ça n'a pas pris grand chose pour que ça soit bien fait. Mais Main Event Mafia, ça avait un bon début, mais ça fait le sang en queue de poisson comme la part des gimmicks de TNA. Et ces années, ça a été un bordel de gérer ça. Fait que, tu sais, Fortune, est-ce que tu te rappelles exactement? Parce que je me rappelle que Fortune, à un certain moment, euh, avait été comme recréé pour justement lutter contre une autre faction, quelque chose comme ça. C'était-tu contre les Seasonates, justement? ah ouais, c'était effectivement contre. Non, c'était pas contre Assassinate parce que la faction a duré après Assassinate. Non, non, eux, c'était contre Main Event Mafia. Ok. Je Eux, me c'était rappelle contre Main plus. Event. Je me rappelle juste qu'il y avait eu justement ils étaient comme dans le ring tout ensemble. Puis là, Ouais. il disait qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait détruire l'autre groupe. Puis que là, finalement, ça s'est détruit de l'intérieur. Avec justement les 4 gars qui se sont retournés contre le reste du groupe. Donc c'était contre le Main Event Mafia, tu me dis? C'était contre Main Event Mafia, puis un peu plus tard, c'était contre EV 2.0. Ok. La faction ECW recréée à la TNA. Qui ça aussi était correct parce que, encore une fois, grâce à la liberté, il peut pas y avoir du mauvais de ça, ils ont pu sauvegarder, grâce à la liberté, ils ont pu sauvegarder l'authenticité de ce qu'était ECW plus que la WWE à travers EV 2.0. Mais ouais. Sinon, toi, y a-tu d'autres factions ou d'autres groupes ou lutteurs ou que ce soit qui te vient en tête qui ont Oui, marqué la TNA? absolument. Mais pas qu'on marqué TNA, que j'aurais aimé qu'il ait fait plus. Ayako Hamada dans la division féminine. Mon Dieu, non, ça, je sais pas c'est qui. Hamada est une lutteuse de seconde génération qui est la fille du légendaire Grand Hamada au Mexique. Ce qui est intéressant de savoir sur Ayako Hamada, c'est qu'elle est moitié japonaise, moitié mexicaine. Oh shit. Oui, fait que tu sais, t'as d'un côté où. Fait que tu sais, disons que les R sont très prononcés chez elle, parce qu'on sait tous qu'au Mexique, les R sont assez prononcés, puis au Japon, ben, qu'est-ce qu'habituellement la lettre L est remplacée par le R. Ok. Fait que pour ça, c'est assez rigolo. Mais c'est une lutteuse qui combinait très très bien les styles lucha libre et lutte féminine. Fait que, tu sais, elle a apporté quelque chose. Mais, parce qu'elle ne savait pas nécessairement parler anglais, TNA a comme fini par dire fuck it, on va pas te donner, tu sais, on va pas donner vraiment de push. Qui est très dommage. Encore une fois là, c'était quand même toute une turd. Puis elle avait une belle personnification parce que dans sa famille au Mexique, elle a plus grandi au Mexique qu'elle a grandi au Japon. Elle parle japonaise, mais avec un accent espagnol. C'est assez spécial. Ok. Euh, Son plus gros coup à la TNA, c'est qu'elle a été elle a été champion féminine par équipe avec Awesome Kong. Puis ils ont été très très dominants. D'ailleurs, je pense qu'ils ont été les derniers à être champions. Les dernières à être champions par équipe de la division féminine. Fait que, comment dire. C'est parce que tu sais, TNA qui s'est vanté depuis ses débuts à être, on va mettre en valeur des champions. On va mettre en valeur tout le monde, mais finalement, ça c'est souvent, comme vous avez vu dans le podcast, c'est souvent contredit. Oh, une affaire intéressante que je viens de lire sur Amada qui m'a fait bien rire, c'est Amada, on a donné à Amada, à Hayako Amada, une chance pour se battre pour le titre global, le championnat global de la TNA, contre Eric Young, qui était le champion dans ce temps-là. Ok. Mais ça, c'est notre affaire avec TNA. C'est que le TNA, pour essayer de faire croire qu'il donne de la chance à tout le monde, on crée plusieurs ceintures. La Global Championship, qui est devenue avant ça pas mal d'affaires. Global Championship, qui est devenue ensuite la ceinture Legend Championship, qui est devenue
qui est devenu ensuite Television Championship, qui est ensuite devenu la ceinture King of the Mountain. Ben, c'est ce que La c'est même présentement. crise de ceinture a eu 4 changements de nom Mhm. pour la même fucking ceinture. Puis ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, elle est arrivée. Je sais Bobby pas si. Lashley les a toutes pris pour les dissoudre. En fait, ouais, non, c'est ça. Le pire, c'est que je m'en allais là-dessus tantôt, puis j'ai pas complété ce que je disais quand je racontais justement l'histoire de ce qui est arrivé. C'est ça, Uh-huh. c'est que Bobby Lashley, t'as James Storm qui est arrivé, qui venait de gagner le King of the Mountain, Uh-huh. et qui, dans le fond, en gros, il y a eu un autre espèce de challenge. Lui voulait devenir champion du monde, puis tout le kit. Puis Bobby Lashley, il a dit, OK, on va faire, je te donne la même chose que j'ai donné à l'autre. Title versus title. Fait que je te donne ta chance de gagner, mais si je gagne, ben, je gagne ton titre. Puis là, à ce moment-là, James a perdu. Et là, Bobby Lashley a gagné comme les 3 titres. Il s'est présenté à un Impact il y a 2 semaines, comme je dis, et a callé out Dixie Carter et l'autre, là. J'ai encore un blanc sur son nom. Quoi, avec Billy Corgan? Billy Corgan, moi, c'est ça. Ouais. Les deux arrivent, puis en gros, Bobby Lashley dit, moi, je veux faire quelque chose d'historique. Il dit, gars, je contrôle tout l'or qu'il y a à gagner ici. Fait qu'il dit, ben, moi, ce que je veux, c'est unifier les 3 titres. Il va y avoir plus qu'un seul titre, puis ça va être le mien. Puis là, C'est pas un peu insultant, ça, justement? Avec toute l'historique de la TNA. Surtout en ce qui concerne la X-Division. En fait, c'est pire que ça, parce que là, justement, t'as Dixie C'est Carter qui pire fait que tu peux ça. pas faire ça. Dixie Carter qui dit tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire que le titre de la X-Division sert à rien. C'est grâce à cette division-là que la TNA existe. Ça a été un des piliers, puis c'est encore un des piliers aujourd'hui. Puis nanana. Il dit, puis le King of the Mountain, il en parle moyen, tu sais. Là. Puis là, t'as Bobby Lashley qui fait comme. Il dit ces titres-là, il dit ils veulent rien dire, ils servent à rien. Il prend le King of the Mountain, il le garoche à terre. Puis après ça, il prend le titre de la X-Division, puis il dit si ça c'est le cœur de la TNA, il dit ben j'ai arraché le cœur de la TNA, puis aujourd'hui ça veut plus rien dire non plus. Puis il garoche au sol, ça aussi. Non, Total manque de respect là. T'sais. ouais, mais c'est une promo de heel. Mais encore là, ça te prouve ça te prouve à quel point que vraiment TNA s'est éloigné de son propre. S'est éloigné de son propre principe, de son propre credo qui avait promis au public qu'il ferait. C'est-à-dire. C'est pas fort. Ben là, d'être respectueux envers la lutte, de donner une chance à tout le monde, blablabla. Bla, bla. Non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis c'est devenu encore plus vrai dans les dernières années. Mais non, c'est ça. La TNA, il n'y a pas grand-chose qu'ils n'ont pas essayé à travers les années. Hein. Tu parlais tout à l'heure du fait justement qu'ils ont voulu vraiment pousser la lutte féminine. Ouais. Puis qu'ils ont start. TNA avait fait une belle job pour pousser la Knockout Division au début. Et pendant très longtemps. Oh oui, mais, comme tu dis, ils ont vraiment starté la Women's Division elle-même. Au point que, je sais pas si tu t'en rappelles, mais à un moment, la division Knockout avait même des titres par équipe. Ben, c'est ce que j'ai nommé tantôt. Donc, ouais, non, c'est ça. Et ça l'a juste fini en queue de poisson, là. Oui, oui, absolument. Genre avec, tu sais, comme t'as parlé avec ODB et Eric Young. J'avais dit à Amanda, mais finalement, c'était ODB et Eric Young, puis c'était... actuellement, ODB et Eric Young, qu'est-ce qui était cool, c'est leur mariage, c'était un des mariages les mieux réussis de la lutte. Ouais. J'ai trouvé. Oh oui, totalement. C'est vrai. Ça a été un des seuls qui a été jusqu'au bout, là. Mais bon. Qu'il n'y a pas eu de fuck-up, rien dans le mariage. Là. Ça a été vraiment comme... La cérémonie s'est déroulée au complet. Mais pas sans shenanigans. Peut-être.
Mais c'est ça. Le TNA a essayé énormément de trucs à travers les années. A peut-être trop essayé. Ouais, il a trop essayé. Il a trop essayé, mais tu sais, il y avait une idée, ils se sont dit, ah, l'idée est bonne, l'idée est bonne. Là, ça se rend, ouais, mais comment on fait pour suivre cette idée-là? Comment on fait pour capitaliser pour cette idée-là? Ah, on change d'idée! Complètement! T'as eu beaucoup de ça. Puis ça s'est reflété avec beaucoup. Ça s'est beaucoup énormément reflété sur ce que TNA a présenté comme produit à travers les années. C'en était. Voyons donc. Ça en était amateur parce que, comme je te dis, je comprends que t'as des fédérations qui euh, ont fait ça. Pas ont fait ça, mais qui font encore ça, ces erreurs-là, comme TNA a fait. Donc, tu favorises, tu fais du favoritisme sur les anciens lutteurs de la WWE. Mhm. Mais là, au point c'est que t'en es rendu, c'est ridicule dans le sens où c'est que TNA avait une forte identité qu'elle aurait pu bâtir, mais elle ne s'est pas bâtie sur sa propre identité. Il a fallu qu'elle bâtisse son identité d'un autre pour pouvoir, parce qu'elle pensait qu'elle était pour s'assurer une capacité à capitaliser. Alors que c'était tout sauf ça. Non, c'est vraiment triste parce que, je veux dire, il y avait tellement un beau produit au début. Ouais. Ils ont tellement travaillé fort pour arriver à ce produit-là. Puis, D'accord. Moi, je je blâme. regarde la TNA aujourd'hui, puis j'ai juste le sentiment que ils sont sur le respirateur artificiel, puis qu'ils en restent pas pour longtemps, là. De deux choses d'une. Moi je blâme que le red flag, gros red flag final, c'est ça commençait avec Hulk Hogan qui, avec ses niaiseries, au retour avec le ring à quatre coins, et qui a été jusqu'à envoyer chier des fans live à TNA pour ensuite ensuite une séquence de trop de focus sur Hogan. Hogan qui a fait emmener les Nasty Boys. Nasty Boys qui ont fusé avec les, euh, les Dudleys. Les Dudleys les Nasty Boys qui ont sont dit on va manger les Dudleys, mais c'est les Dudleys qui les ont mangés finalement. Excusez-moi, c'est encore Jeff Jarrett. Ah, Jeff Jarrett. Fait que tu sais, ouais, Jeff Jarrett qui a fini par perdre éventuellement tout contrôle sur sa propre fédération. Oh, et puis qu'il C'est a ça, tout laissé faut ça le là faire. pour partir une Non, autre. Global Force Wrestling, ça c'est pas mal plus tard. Ça c'est pas mal plus tard, ça, Global Force Wrestling. Mais dans tout ça, avec les chèques, avec les payes qui rentrent plus, qui ont rentré de moins en moins, la perte de Spike TV, la perte du Asylum, qui est en fait Asylum, la perte du studio où TNA performait ses TV tapings, ses enregistrements télé, pardon. T'as eu plein de choses comme ça que. Tu sais, TNA a couru beaucoup de pertes. Je veux dire, TNA, pendant, je pense, a même pas toffé 3 mois sur une chaîne, mais c'est laquelle, tout de suite. Tout ce que je sais, On c'est était à que. Spike. Non, non, après Spike Après TV. Spike, ok. Il y a une chaîne qui a même pas toffé. La chaîne après Spike, ils ont même pas toffé 3 mois ou 6 mois que ils ont été. Que de un. De un, cette même chaîne-là, quand ils ont vu TNA, puis ils ont pu comparer ça à Reign of Honor, ils ont dit hey, on va avoir et TNA et Reign of Honor, puis on va être. Ça va être cool. Ah oui, ça, c'est Destination America. Ok. Destination America. Là, à un moment donné, Destination America, ça n'a même pas toffé un an. Je sais qu'il me semble que j'avais lu que Reign of Honor aussi a fini par avoir un poste avec Destination America. Puis ils ont dit que. Puis finalement, vers la fin de 2015, ça, là j'ai des informations devant moi. Vers la fin de 2015, TNA décide de s'aller vers Pop TV. Fait que tu sais, que tu changes autant
de choses. Ça démontre non seulement ton instabilité, mais qui veut suivre quelque chose que tu sais pas, qu'est-ce qui va arriver du jour au lendemain, autant en tant que lutteur qu'en tant que fan. Non, puis là, aujourd'hui, c'est rendu un peu n'importe quoi. Je veux dire, il n'y a plus réellement de pay-per-view. À cette heure, les pay-per-views, T'as des c'est One Night des... Only qui sont quasiment un retour au pay-per-view hebdomadaire que je te parlais au début du podcast. Mhm. Il y a peut-être une chose qui serait peut-être intéressante de savoir, c'est le fait que euh, Dixie Carter quitte graduellement, c'est pas déjà fait au complet, la TNA. Ce qui veut dire qu'elle n'a plus rapport avec la TNA. Maintenant, c'est Billy Corgan puis puis un autre groupe d'associés qui a pris en charge TNA. Qui s'appelle, je sais pas te trouver le nom, parce qu'il dit encore que Dixie, c'est la propriétaire majoritaire et que Corgan, c'est juste un minoritaire. Ouais, ben, je sais qu'à la télévision, il s'est rendu que Dixie est la chairman, Ouais. puis que Corgan est le président. Ok, c'est ça qui arrive. Hmm. Au niveau télévision, c'est ça qui se passe. Mais moi, quand j'ai vu ça, je comprends pas trop. Il vient d'où, Corgan, au juste? Pourquoi qui est là? C'est quoi? C'est un fan de lutte? C'est un grand fan de Ça y lutte. tentait? Ou C'est un grand fan de lutte. il pense vraiment qu'il va sauver TNA? Ou... Moi, je pense que Billy Corgan pourrait effectivement sauver TNA sur certains points. Parce que Billy Corgan a quand même d'imagination. Il suit la lutte depuis son. Comme le baseball, là, il suit la lutte depuis. Il est tout petit. Il avait passé mais c'est drôle parce qu'il avait passé sa propre fédération il y a 3-4 ans qui s'appelle Revolution Pro à Chicago. Puis là, à un moment donné, il s'est fait offrir, je pense qu'il s'est fait offrir la possibilité de se joindre à TNA, puis de donner de son savoir, de sa passion pour la lutte à TNA. Fait que tu vois, Corgan, c'est un espèce de money mark, mais c'est pas totalement money mark, parce qu'il fait attention pareil aux décisions qu'il doit prendre. Je dirais même que les lutteurs ont plus confiance en Billy Corgan qu'en TNA. Je veux dire, qu'en Dixie Carter. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. C'est ce mois-ci, c'était confirmé que. Pas mois-ci, mais le mois passé, en août, que Corgan est devenu officiellement le nouveau président parce que, effectivement, euh, Dixie Carter se distance de plus en plus de TNA. Ok. Parce que, c'est ça, lui puis l'association Impact, machin truc, je sais pas, je peux pas voir quel nom comme ça, mais je suis désolé. Impact Ventures, c'est ça, Impact Ventures, LLC, qui maintenant détient les droits de TNA Wrestling, puis des promotions, puis aussi que ça s'en va. Je crois qu'effectivement ils peuvent reconstruire parce que c'est ça la différence entre Billy Corgan et Dixie Carter. Billy Corgan n'est pas naïf. Dixie Carter est une éternelle naïve. Femme super gentille, super bonne au niveau du PR puis au niveau du marketing. Mais au-delà de ça, elle a une folle qui sait pas où est-ce qu'elle s'en va, qu'est-ce qu'elle doit faire, puis c'est sa compagnie qu'elle a souffert le plus, TNA Wrestling. Ben, de la manière dont j'ai entendu parler, d'ailleurs, c'est apparemment majoritairement à cause d'elle que AJ Styles est parti. Oui, parce que elle essaie de baisser le cachet d'AJ Styles. Fait que toi, tes réactions à ça. A pas voulu payer AJ Styles ce que AJ Styles pensait qu'il méritait, puis il avait raison. Parce que dans le fond, la preuve de ça, c'est qu'AJ Styles a réussi à avoir ce qu'il méritait et un peu plus à Ring of Honor puis à New Japan Pro Wrestling. Puis aujourd'hui, grâce à ça, ben, il est à WWE. Et c'est tant mieux pour la WWE. Peu importe ce que c'est que la WWE peut eux-mêmes dire. Mhm. Fait que toi, TNA, tu vois, sachant que Dixie Carter s'éloigne de plus en plus, penses-tu que ça va finalement changer?
Moi, j'ai peur que non. Moi, je continue à dire que quand je regarde la TNA, j'essaie de la regarder une fois de temps en temps, au moins lire les nouvelles, qu'est-ce qui se passe, etc. Là, dernièrement, j'étais comme assez curieux, justement, de qu'est-ce qui se passait avec Jeff et Matt Hardy. Leur espèce de nouvelle gimmick weird, c'est vraiment spécial, là, leur affaire. Les Broken Hardys, là. C'est vraiment, vraiment weird. Mais j'étais curieux, fait que je leur ai donné une chance. Puis là, présentement, ils sont en rivalité avec euh, les Decay, qui se trouve être Abyss et Steve, Crazy Steve, Ouais. avec leur demoiselle que j'oublie le nom. Mais non, c'est ça. Et c'est quand même, au niveau du divertissement, c'est écœurant, là, ces deux équipes-là qui travaillent ensemble. Parce que les Hardys, ils ont énormément de connaissances et de bagages, donc sont Mhm. très, très cool. Puis mélangé avec le côté, justement, totalement crazy de Decay, ça donne quelque chose de vraiment intéressant. Mais encore là, ça donne l'impression d'être un feu d'artifice qui saute un peu partout dans n'importe quelle direction. Mais sinon, comme je dis, à part de ça, je regarde la TNA et moi, je ne vois vraiment que une compagnie qui est sur le respirateur artificiel puis qui attend patiemment qu'on la débranche. Et qui me fait moucher le nez parce que il y a quand même encore une association, ne serait-ce que minime, de jerk jobber. Ouais, ben justement, ils ont eu pendant un moment une espèce Ben, en fait, Jeff Jarrett a été intronisé au Hall of Fame de la TNA. Mais Et c'était une des conditions pour que TNA se fasse aider par Global Force Wrestling. hmm, c'est ça. Fait que, encore, Puis le encore, pire, c'est que encore une fois, un c'est coup triste. d'ego pour Jeff Jarrett. Hmm, Mais qu'est-ce que tu veux? hein. Mais sinon, comme je dis, moi c'est ma vision des choses. Toi, pour ta part. Peut-être qu'avec Corby, il doit y avoir un vent de changement, mais c'est parce que TNA a eu beaucoup, beaucoup de chance. Moi, je me mets, dans le fond, au, à la place du fan. Puis TNA a eu trop de chance pour arriver à dire ouais, ok, on va donner encore une fois, une autre chance. Pour finalement se rendre compte. Pour finalement se rendre compte que, ok, il y a peut-être rien à faire. Fait que ça, c'est. Comment dire? C'est. Faut dans le fond attendre. Ça, l'avenir va pouvoir le dire finalement, si c'est oui ou non. Euh, il va avoir. Le TNA va survivre ou pas. Mais tout ce que je sais, moi, pendant, c'est que tant aussi longtemps qu'il. J'ai pas l'impression qu'il y a une direction, j'ai pas l'impression qu'il essaie de trop en faire. J'ai regardé récemment la fin d'un combat où c'est que le combat à lui seul mériterait un Botchamania. Et c'est quoi le match? C'est un espèce de six-pack avec les femmes. Puis c'est juste que l'exécution était super, super broche à foin. En plus, c'est quoi? Je sais que c'était récent. Je sais que c'était. J'ai même pas. J'ai même beaucoup de rentrer dans les détails autre que. Si vous écoutez les matchs à Mania et que vous voyez beaucoup de TNA, c'est parce qu'il y a une très bonne raison pour ça. Très très bonne raison, malheureusement. Fait que, est-ce que TNA c'est une bonne chose? Écoutez, j'ai un lutteur que je nommé qui s'appelle Alex, qui parle de Tommy Rose. C'est quoi son nom? Alex. C'était un jerk, là. C'était un gros jerk d'ailleurs envers d'autres personnes. Attends, c'est. Puis le pire, c'est que ce gars-là, parenthèse, il s'est battu contre Roses Clay. OK. Puis il voulait absolument rien prendre. Aucun bomb. OK. Wow. Puis tu sais, il y avait un dark match contre Tommy Rose. Pas Tommy Rose, mais genre, le gars avait un match contre Bruce Lee, mais tu sais, le gars il disait, ah ben moi je prends. Ok, c'est ça, Alex Silva, c'est ça, Alex Silva. Alex Silva ne voulait absolument rien prendre de Bruce Lee.
Pourquoi Brock Lesnar s'est fait un plaisir de laver le plancher avec Alex Silva. Tu veux rien prendre, mon hostie? Tu vas tout prendre. Je te le garantis. Ça me dit de quoi, ça, Alex Silva? Alex Silva a apparu. C'était le premier qui a apparu dans le TNA Gut Check. Ok. Tu te rappelles du Gut Check? Ouais, je me souviens du gars check. Tu sais, Alex Silva. Fait que là, quand c'était un des premiers, il pouvait pas dire à Alex Silva, oh non, tu peux pas, on peut pas dire non à toi alors que t'es le premier à faire le gut check parce que sinon, tu sais, notre gimmick du gut check, ça va démontrer que ça marche pas. Mhm. Ça va démontrer qu'il n'y a pas d'espoir, whatever. C'est aussi, je rapproche un peu d'Alex Silva, c'est le fait qu'il s'est un petit peu servi de la mort de son père pour avoir de la heat. Parce que tu sais, t'as Alex Silva qui a une grosse tête enflée, qui ne fait pas de. Alex Silva qui a une grosse tête enflée. Une belle shape, par exemple, Alex Silva. Il a travaillé fort sur sa lutte, puis et tout le pataclan, mais faut aussi mentionner la tête enflée. Désolé, c'est ce que c'est. Alex Silva est accédé à la TNA, mais il a même pas lutté un mois parce qu'il à son crédit, c'était un petit peu injuste. Il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. TNA avait des problèmes à avoir la carte Visa. Pas la carte Visa, mais à avoir une Visa pour que Alex Silva puisse lutter à travers. Pas à travers, mais puisse lutter à TNA. Donc là, là-dessus, Ok. c'est beaucoup surtout la faute à TNA d'avoir mal géré la situation. Mhm. Tu sais? Fait que là, Silva qui a fait des combats à TNA, puis en plus de ça, ces combats ont eu des. T'avais l'impression que le pauvre avait un an d'expérience où il venait à peine de commencer de lutter. Là. Je sais pas, c'était le stress. Puis, mais ça, il était accepté. Ces gens-là, tu te poses des questions. Et entre-temps, t'as un vétéran que ben des gens aimeraient bien voir, que les ben des gens trouvent qu'il aurait dû signer lui, mais qui ont refusé en Joey Ryan. Fait que tu vois ce que je veux dire? TNA, pour des gens qui disaient qu'ils étaient pour être fan-friendly, puis que les gens allaient les prendre pour des caves, ben s'il y a même une fédération qui prend les gens pour des caves, c'est bien TNA. Mhm. Malheureusement. Malheureusement. Fait que toi, as-tu des derniers mots à dire pour le TNA? Parce que moi, je vais dire les miens. Ben moi, pour clôturer ça, j'aimerais ça qu'on clôture ça sur une belle note. Fait que j'aimerais ça te poser une dernière question. Ok, oui, sure. C'est quoi ton plus beau moment de la TNA? Ton plus beau match ou ton plus beau moment? Je te dirais que je te dirais facilement que c'est AJ Styles contre Samoa Joe, contre Christopher Daniel à Destination X. Je te dirais la formation de l'équipe Kaz et Christopher Daniel quand il était connu comme étant Bad Influence. Je te dirais American Most Wanted American Most Wanted en équipe et je te dirais je te dirais la popularité de la division par équipe. Je te dirais les premières années de TNA sont été parmi les plus fortes. Jusqu'à l'arrivée d'Hogan. Hogan, les gens pensaient que Hogan allait sauver TNA. Moi, j'étais un de ceux qui a dit il va détruire TNA. Checkez bien ça. Il va détruire TNA parce que Hogan, il va imposer ses quatre volontés. Il est quand même assez persuasif, mais Hogan n'a aucune idée de comment ça marche la lutte en 2010 passé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ah, ouais, c'est vrai. La TNA a été rabaissée à fond la crise. Yeah. Moi, je suis assez d'accord avec toi, surtout principalement, j'en ai parlé et reparlé et j'en reparle. Le fameux triple threat que tu as parlé entre justement Samoa Joe, AJ Styles et Christopher À Daniels à Destination Destination X. X Ouais. pour pour la ceinture X-Division. Et c'est drôle parce que quelques années plus tard, ils ont voulu retenter la chose en le faisant, mais pour le titre TNA cette fois-là. Hein. Et le deuxième épisode était très bon, mais était tellement pas en même temps sur la même marche.
sais, si j'avais à côté le triple threat pour la X-Division, c'était un 11 sur 10. Là. C'était impeccable. C'était Oui. juste parfait. Là. Puis quand on dit parfait, c'était parfait. Point. Là. Tout y était, autant au niveau innovation que chimie en travers le match. Le rythme était bon. Tout était parfait. C'était et ça reste aujourd'hui un de mes matchs préférés. Toute ligue, toute catégorie confondue. Là. Et quand ils ont refait l'expérience pour le titre TNA, le match était encore un 10 sur 10, mais il manquait quelque chose. C'était peut-être trop forcé, justement. Ça se voulait trop un retour de ce match-là. Et c'est dommage parce que c'était vraiment quelque chose d'excellent pourtant. Et il y a pratiquement pas de moment à la TNA qui a égalé ce moment-là. Euh, Moi, la TNA, ce que je me rappelle le plus, c'est ça, principalement. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Abyss et le développement du personnage, surtout euh, avec son manager. Jay Mitchell? James Mitchell, oui. Ouais. C'était une des gimmicks qui me faisait écouter la TNA. J'adorais voir James Mitchell. Il était excellent. Euh, et Abyss était quand même très intéressant. Puis, il était à la sauce. C'est comme tu dis, c'était un peu un Mick Foley. Ils ont réussi à prendre ce gars-là qui a clairement pas la meilleure technique au monde, mais en faire quand même une attraction intéressante à regarder. Et aujourd'hui, j'ai son DVD Best Moment of Abyss parce que justement, c'est quelque chose qui m'a attiré puis que je trouvais intéressant. La construction était écœurante. Et sinon, dans les moments les plus intéressants, j'aimerais quand même parler et remercier Sting d'avoir été à la TNA et d'avoir quand même Tu vois, mis Sting, sa marque. c'en était un, Sting, qui a aidé à la TNA sur certains points. Qui Oh, a... il a aidé énormément. Le gars, il n'a pas été là en disant. Il a été TNA World Champion, mais il n'a pas été là pour ça. Il a travaillé énormément avec les jeunes talents et tout l'ensemble de son œuvre était écœurante. Sa Mhm. rivalité avec Abyss était très bonne. Sa rivalité avec Jeff Hardy a été bonne jusqu'à temps que Jeff Hardy fasse le con. Oh Euh, God. sa rivalité avec Samoa Joe était magistrale. C'était sérieusement, je vais toujours me rappeler du Bound for Glory entre ces deux-là. C'est sérieux, ce match-là était incroyable. Tout ce que Samoa Joe a fait de fou dans ce match-là, c'était pas croyable. Il y a seulement Sting qui pouvait mettre Samoa Joe sur un autre piédestal encore plus haut à ce moment-là. La seule chose que j'ai pas aimé de Sting, mais c'était pas Sting lui-même, c'est la TNA qui ont fait les épais. C'est quand ils ont voulu faire justement encore du niaisage à, à jouer sur OK, genre qui pisse le plus loin avec la WWE. À savoir Mhm. justement quand ils ont commencé la undefeated streak à Bound for Glory de Sting. Et là, il vantait Sting comme ah oui, il est 4-0, pareil comme si c'était Undertaker, tu sais, avec WrestleMania, et c'était ridicule. C'était pas nécessaire. Ça a été une des choses que j'ai pas apprécié personnellement, mais tu sais, encore là, c'était pas de la faute à Sting, c'était la TNA qui agissait de manière stupide. Mais sinon, ça a été pas mal les trois choses que j'ai le plus retenues de la TNA, que j'ai le plus apprécié. Bon, ben, je trouve que c'est quand même une conclusion digne de ce nom comme toi tu le voulais. Je suis d'accord avec toi. Alors, c'est sur ça. Euh, on va remercier d'être avec nous pour un très très long podcast. C'est un autre podcast qui a dépassé de 2 heures. On se rapproche même de 2 heures et demie. Il faut quand même comprendre qu'on était quand même passionnés et qu'on se devait de discuter sur TNA. On devait discuter sur les autres affaires euh, concernant la lutte en général pour faire une comparaison de pour effectivement TNA pourrait être meilleur, mais pourquoi n'a-t-elle pas été meilleure? Fait que pour nous suivre nos activités, c'est le temps pour ça, c'est le temps des plugs, mesdames et messieurs.
Tapez entre le chiffre 4 et coin au pluriel, que ce soit pour le Gmail, pour le Twitter, pour le Facebook. Vous allez nous trouver facilement. N'oubliez pas de vous inscrire également à cette chaîne YouTube pour nous écouter pour être à l'affût, vous tenir à l'affût de nos prochains podcasts concernant la lutte en général, que ce soit pour les pay-per-view ou des sujets qui entourent ce beau sport. Alors, pour Pierre-Luc Espanto, ici Richard Adam Gagné qui vous dit à la prochaine. Au revoir.